s'est tendu alors un instant, Julien le Magnifique dit « Je ne suis pas de l'avis du seigneur Gasparro, et j'estime au contraire pour les raisons que vous avez dites, et pour beaucoup d'autres, que la musique non seulement sert d'ornement aux courtisans, mais aussi qu'elle lui est nécessaire. Je voudrais bien que vous fissiez savoir comment cette qualité et les autres que vous lui assignez se doivent pratiquer, en quel temps et de quelle manière, car maintes choses qui par elles-mêmes méritent d'être louées perdent souvent toute valeur si elles sont pratiquées hors de saison, et au contraire certaines qui semblent de peu d'importance, quand elles sont bien employées, sont très estimées. » Alors le comte dit « Avant que nous n'entrions dans ce propos, je veux parler d'une autre chose qui, parce que je la juge de grande importance, ne doit à mon avis être négligée par notre courtisan en aucune façon. C'est de savoir dessiner et d'avoir connaissance de l'art propre de la peinture. Et ne vous étonnez pas si je désire qu'il pratique cet art qui, aujourd'hui, peut paraître mécanique et peu convenable à un gentilhomme, car je me souviens avoir lu que les anciens, et surtout dans toute la Grèce, voulaient que les enfants nobles s'adonnassent dans les écoles à l'art de peindre, comme à une chose honnête et nécessaire. La peinture fut admise au premier degré des arts libéraux, et ensuite il fut défendu par édit public qu'on l'enseigna aux esclaves. Au prix des Romains aussi, la peinture fut en grand honneur, et c'est d'elle que tira son surnom la très noble maison des Fabius, car le premier Fabius fut surnommé le peintre, parce qu'en effet il était un fort excellent peintre et si adonné à la peinture qu'ayant peint les murailles du temple de la Santé, il y inscrivit son nom, estimant que, quoique né dans une maison si noble et honorée et de tant de titres de consulat, de triomphe et autres dignités, et quoique lettré, savant en loi et compté au nombre des orateurs, il pouvait encore ajouter de la splendeur et de l'ornement à sa renommée en laissant le souvenir d'un peintre. Il ne manque pas non plus d'autres personnages de noble maison qui ont été célèbres dans cet art, duquel, outre qu'il est très noble et digne, on tire beaucoup d'utilité, principalement à la guerre, pour dessiner les pays, les sites, les rivières, les ponts, les châteaux, les forteresses et semblables choses, qui, même si on les a bien imprimées en la mémoire, ce qui est chose très difficile, ne peuvent être montrées à autrui. Et véritablement, celui qui n'estime pas cette arme semble fort éloigné de la raison, car on peut dire que la machine du monde que nous voyons avec l'immense ciel resplendissant d'étoiles brillantes, et au milieu la terre environnée des mers, divisée en montagnes, vallées et rivières, et ornée d'arbres si variés, de belles fleurs et d'herbes, est une noble et grande peinture composée par la main de la nature et de Dieu. Celui qui peut l'imiter me paraît digne de louange, et l'on ne peut y parvenir sans la connaissance de beaucoup de choses, comme le sait bien celui qui s'y essaie. C'est pourquoi les anciens faisaient grand cas, et de l'art et des artistes, grâce à quoi leur art parvint au comble de l'excellence. On en trouve la preuve très certaine dans les anciennes statues de marbre et de bronze que l'on peut voir encore, et quoique la peinture soit différente de la sculpture, l'une et l'autre pourtant sortent d'une même source, qui est le bon dessin. C'est pourquoi de même que les statues sont divines, de même peut-on croire aussi que les peintures le furent, et d'autant plus qu'elles sont capables d'un art plus grand. Alors, Madame Emilia, se tournant vers Johann Cristoforo Romano, qui était là assis avec les autres, dit « Que vous semble-t-il de cette opinion ? Confirmerez-vous que la peinture soit capable d'un plus grand art que la sculpture ?» Madame, répondit Johann Cristoforo, j'estime quant à moi que la sculpture demande plus de peine et est d'un plus grand art et d'une plus grande dignité que la peinture. C'est parce que les statues sont plus durables, ajouta le comte, que l'on pourrait peut-être dire qu'elles sont d'une plus grande dignité, car étant faites pour conserver une mémoire, elles satisfont à l'effet pour lequel elles sont faites davantage que la peinture. Mais outre qu'elles servent à la mémoire, la peinture et la sculpture sont aussi faites pour orner, et en cela la peinture est bien supérieure, et quoiqu'elle ne soit pas aussi durable que la sculpture, elle a pourtant beaucoup de longévité, et tant qu'elle dure, elle est bien plus belle. Je crois vraiment, répondit alors Johann Cristoforo, que vous parlez contre ce que vous pensez, et que vous dites tout cela en faveur de votre Raphaël, et peut-être aussi
Vous semble-t-il que l'excellence que vous reconnaissez en lui, en ce qui concerne la peinture, est si extrême que la sculpture du marbre ne peut atteindre à ce degré, mais considérez que c'est là la louange d'un artiste et non de l'art. Puis il ajouta, il me semble que l'une et l'autre sont une artificieuse imitation de la nature, mais je ne sais pas comment vous pouvez dire que le vrai et le propre que fait la nature ne sont pas mieux imités dans une figure de marbre ou de bronze, dans laquelle les membres sont tout ronds, formés et mesurés ainsi que nature les a faits, que dans un tableau où l'on ne voit que la surface et les couleurs qui trompent les yeux. Et vous ne me soutiendrez pas que l'être n'est pas plus proche du vrai que le paraître. J'estime ensuite que la sculpture est plus difficile, parce que si l'on y commet quelque faute, on ne peut plus la corriger, car le marbre ne se reprend pas, et il est nécessaire de refaire une autre figure. Cela n'arrive pas dans la peinture, que l'on peut changer 1000 fois, et y ajouter ou enlever en l'améliorant toujours. Je ne parle pas, dit le comte en riant, pour l'amour de Raphaël, et vous ne devez pas m'estimer si ignorant que je ne connaisse l'excellence de Michel-Ange. La vôtre est celle des autres maîtres en sculpture, mais je parle de l'art et non des artistes. Vous avez bien raison de dire que l'une et l'autre sont des imitations de la nature, mais il ne se trouve pas pour autant que la peinture apparaisse et que la sculpture soit, car bien que les statues soient toutes rondes, comme leur modèle vivant, et que la peinture se voit seulement sur la surface, il manque aux statues beaucoup de choses qui ne manquent pas aux peintures, et principalement les lumières et les ombres, car la chair fait une lumière différente de celle que fait le marbre. Ce que le peintre imite naturellement avec le clair et l'obscur, plus et moins selon qu'il ait besoin, chose que le sculpteur ne peut faire, et bien que le peintre ne fasse pas la figure ronde, il fait les muscles, les membres arrondis, de sorte qu'il arrive à suggérer les parties qui ne se voient pas, si bien que l'on peut très bien se rendre compte que le peintre les connaît, les comprend, et en ceci il est besoin d'un autre artifice plus grand pour faire ces membres qui apparaissent en raccourci et diminuent à proportion de la distance, selon la raison de la perspective, laquelle, par le moyen de lignes mesurées, de couleurs, de lumière et d'ombre, vous montre même sur la surface d'un mur droit ce qui est plan et ce qui est éloigné, plus ou moins comme il lui plaît. Croyez-vous d'autre part que l'imitation des couleurs naturelles qui sert à contrefaire la chair, les étoffes et toutes les autres choses colorées soit de peu d'importance? Le sculpteur ne saurait faire cela, ni exprimer le gracieux regard des yeux noirs ou bleus avec l'éclat de leurs rayons amoureux. Il ne saurait montrer la couleur des cheveux blonds, ni le reflet des armes, ni une nuit obscure, ni le tempête sur la mer, ni les éclairs et la foudre, ni l'incendie d'une ville, ni la venue de l'aurore couleur de rose, avec ses rayons d'or et de pourpre. Bref, il ne peut montrer le ciel, la terre, la mer, les montagnes, les forêts, les prés, les jardins, les rivières, les villes, les maisons, tout ce que le peintre fait. Pour cette cause, la peinture me semble plus noble et plus capable d'art que la sculpture, et je pense que les anciens l'avaient en très grande estime comme les autres choses. On le voit encore par certains petits restes qui en sont demeurés, surtout dans les grottes de Rome, mais on peut beaucoup plus clairement s'en rendre compte par les écrits anciens, dans lesquels il est si souvent fait mention avec honneur des œuvres et des maîtres. On comprend alors à quel point ils étaient toujours honorés par les grands seigneurs et les républiques. C'est pourquoi on lit qu'Alexandre aima grandement Apelle d'Éphèse, au point que lui ayant fait peindre nue une femme qui lui était très chère, et ayant compris que le bon peintre, à cause de la merveilleuse beauté de celle-ci, en était devenu ardemment amoureux, la lui donna sans autre forme de procès. Ce fut là une libéralité vraiment digne d'Alexandre que de donner non seulement des trésors et des états, mais aussi ses propres affections et désirs, et un signe de très grand amour envers Apelle, puisque pour lui complaire, il n'hésita pas à déplaire à la dame, qu'il aimait singulièrement, car on peut croire que cette dernière fut très fâchée d'échanger un si grand roi pour un peintre. On raconte encore maints autres signes de la bienveillance d'Alexandre envers Apelle, mais il montra assez clairement combien il estimait, quand il ordonna par édit public que nul autre peintre ne lui osa faire son portrait. À cet endroit, je pourrais vous dire les rivalités de nombreux nobles peintres
à leur très grand honneur et à l'admiration, pour ainsi dire, du monde entier. Je pourrais vous dire avec quelle solennité les anciens empereurs ornaient leur triomphe avec des peintures et en offraient aux lieux publics, combien ils les achetaient cher et comment il y a eu certains peintres qui donnaient leurs ouvrages, car ils estimaient que ni or ni argent ne suffisait à les payer. Je pourrais dire comment un tableau de Protogène fut tellement apprécié que Démétrius, qui assiégeait Rhodes et qui pouvait y entrer en mettant le feu du côté où il savait que ce tableau se trouvait, de peur de le brûler, renonça à livrer l'assaut et ainsi ne prit pas la ville, et comment Métrodore, philosophe et peintre excellent, fut envoyé par les Athéniens à Lucius Paulus pour enseigner ses enfants et décorer son triomphe qui allait être célébré. Et beaucoup de nobles auteurs ont également écrit sur cet art, ce qui est un signe très évident qui démontre en quelle estime on le tenait. Mais je ne veux pas que nous nous étendions davantage sur ce sujet. C'est pourquoi il suffit seulement de dire qu'il convient à notre courtisan d'avoir aussi connaissance de la peinture, puisque c'est chose honnête et utile, et estimée dans les temps où les hommes étaient d'une bien plus grande valeur qu'ils ne sont maintenant, et quand on n'en tirerait jamais d'autant plaisir ni profit, outre qu'elle sert à savoir juger de l'excellence des statues anciennes et modernes, des vases, des édifices, des médailles, des camées, des entailles et semblables choses. Il suffirait qu'elle fît connaître aussi la beauté des corps vivants, non seulement dans la délicatesse du visage, mais aussi dans la proportion de tout le reste, qu'il s'agisse des hommes ou de quelque autre animal. Vous voyez donc qu'avoir connaissance de la peinture cause un très grand plaisir. Il faudrait que pensent à cela ceux qui prennent tant de plaisir à contempler la beauté d'une femme qu'ils croient être au paradis et qui pourtant ne savent pas peindre. S'ils savaient le faire, ils en auraient eu beaucoup plus grand contentement parce qu'ils connaîtraient plus parfaitement la beauté qui engendre dans leur cœur tant de satisfaction. Ici, messire César Gonzaga se mit à rire et dit « Je ne suis pas peintre, mais je suis certain que je prendrai un bien plus grand plaisir à voir une certaine dame que n'en aurait cet excellent appel que vous avez nommé il y a un petit moment s'il retournait en vie. » Votre plaisir, répondit le comte, ne provient pas du tout de cette beauté, mais de l'affection que peut-être vous portez à cette dame. Et si vous voulez dire la vérité, la première fois que vous avez vu cette dame, vous n'avez pas senti la millième partie du plaisir que vous avez eu depuis, bien que la beauté fût la même. C'est pourquoi vous pouvez comprendre combien votre affection a davantage de part dans votre plaisir que la beauté. Je ne nie point cela, dit messire César, mais de même que le plaisir provient de l'affection, de même l'affection provient de la beauté, si bien que l'on peut dire que la beauté est également cause du plaisir. De nombreuses autres causes, répondit le comte, enflamment aussi notre âme. Outre la beauté, ce peuvent être les manières de faire, le savoir, la façon de parler, les gestes et mille autres choses, qu'il serait sans doute possible en quelque manière d'appeler aussi des beautés. Mais il y a surtout le fait de se sentir aimé, de sorte qu'on peut aussi, sans cette beauté dont vous parlez, aimer très ardemment. Mais ces amours qui naissent seulement de la beauté que nous voyons superficiellement dans les corps, donneront certainement un plus grand plaisir à celui qui la connaîtra mieux qu'à celui qui la connaîtra moins. C'est pourquoi, reprenant notre propos, je pense qu'Apelle prenait un bien plus grand plaisir à contempler la beauté de Campaspe que ne faisait Alexandre, nom déformé de Pancaspe, dont Pline l'Ancien raconte l'histoire dans son Histoire naturelle. Car on ne peut croire facilement que l'amour de l'un et de l'autre provenait seulement de cette beauté, et c'est peut-être pour cette raison qu'Alexandre décida de la donner à celui qui lui semblait pouvoir la connaître le plus parfaitement. N'avez-vous pas lu que les 5 jeunes filles de Crotone, que le peintre Zeuxis choisit parmi les autres filles de ce peuple, pour faire de toutes les 5 une seule figure d'une beauté achevée, furent célébrées par plusieurs poètes comme celle qui avait été reconnue belle par celui qui devait avoir le jugement le plus parfait en matière de beauté. À cet endroit, messire César, montrant qu'il n'était pas satisfait,
et ne voulait consentir en aucune manière qu'un autre que lui-même pût goûter le plaisir qu'il ressentait à contempler la beauté d'une dame, recommença à parler. Mais à ce moment on entendit un grand bruit de pas et de voix fortes. Chacun se retourna et l'on vit à la porte de la chambre une lumière de flambeau, et aussitôt derrière arriva avec une nombreuse et noble compagnie le seigneur préfet, qui revenait d'accompagner le pape pendant une partie du chemin. Or il avait déjà demandé à l'entrée du palais ce que faisait madame la duchesse et avait entendu de quelle sorte était le jeu de ce soir et la charge qui avait été imposée au comte Ludovic de parler de la courtisanerie, ce qui le faisait se hâter autant qu'il pouvait pour arriver à temps d'entendre encore quelque chose. Ainsi donc, aussitôt qu'il eut fait la révérence à madame la duchesse et dit aux autres de s'asseoir, car tout le monde s'était levé à son arrivée, il s'assit lui aussi dans le cercle avec certains de ses gentilshommes, parmi lesquels il y avait le marquis Phoebus de Ceva et son frère Ghirardino, Messire Ettore Romano, Vincenzo Calmetta, Orazio Florido et de nombreux autres, et comme chacun restait silencieux, le seigneur préfet dit « Messeigneurs, ma venue en ce lieu serait trop dommageable si j'empêchais de si beaux discours comme l'étaient, je pense, ceux que vous faisiez jusqu'ici entre vous. Ne me faites donc pas cette offense de vous priver, et moi aussi, d'un tel plaisir. » Au contraire, monseigneur, répondit alors le comte, j'estime qu'il doit être à chacun plus agréable de se taire que de parler, parce que cette charge m'était revenue ce soir davantage qu'aux autres. Je suis désormais las de parler, et les autres, je crois, d'écouter, car mon discours n'a pas été digne de cette compagnie, ni à la hauteur de la matière si élevée dont j'avais la charge de parler, et comme sur ce point je suis peu satisfait de moi-même, je pense que les autres le sont encore moins. C'est pourquoi, monseigneur, la bonne fortune a voulu que vous arriviez sur la fin, et il sera bon maintenant de donner la responsabilité de ce qui reste à dire à un autre qui prendra ma place, car je sais bien que, quel qu'il soit, il s'en acquittera mieux que je ne ferais si je voulais continuer, las comme je suis maintenant.